Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous encore ce soir et bienvenue dans cette 39e, c'est la 39e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alessio Beverina. Alessio Beverina est le cofondateur du fonds Panacès Partner. Il en est le managing partner. Et Panacès Partner est un fonds qui est exclusivement réservé au MedTech. C'est un fonds qui a été annoncé, en fait, qui a été créé initialement en 2015 et annoncé en 2016. On en avait fait une de Biotech Finance sur Panacès à l'époque. C'est un fonds qui gère 100 millions, en fait, qui est un fonds de 100 millions qui ont été investis à peu près dans une dizaine de sociétés, dont une française qui s'appelle Cartera. On y reviendra tout à l'heure. Nous reviendrons aussi sur le détail de la stratégie du fonds et de ses choix avec Alessio. Avant tout, nous allons parler évidemment de la situation générale des medtech européennes. Je rappelle que quelques chiffres sur les medtech européennes. En 2014, on avait 575 000 employés dans le secteur, salariés dans le secteur. Aujourd'hui, on est à 675 000. Les sources, c'est MedTech Europe, sur ces chiffres-là. On est sur 27 000 sociétés de MedTech, toujours en 2018, selon MedTech Europe. Et puis, on est sur un marché de 100 milliards d'euros en 2014, qui est passé à 115 milliards d'euros en 2018, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est quelques chiffres pour commencer. Et Alessio, merci d'être avec nous ce soir depuis Milan. Est-ce que vous pouvez nous donner une appréciation de la situation des medtech? On va faire de la macro au cœur de la crise aujourd'hui. Comment ça se passe? Quelle est votre vision globale sur le secteur? À vous. Bonjour Jean-Bernard, bonjour tout le monde, plaisir de vous voir. Premièrement, permettez de m'excuser pour l'accent, ça fait quelques temps que je n'ai pas parlé français, donc excusez-moi, ne faites pas des blagues sur l'héritage, s'il vous plaît. Premièrement, la situation actuelle du monde des startups dans le secteur médical tech, qui pour moi veut dire diagnostic, digital health et device, en ce moment, il a je dirais, des choses positives et des choses négatives. Dans le sens que, comme dans tous les secteurs ont été touchés par la pandémie, du Covid. Certains, ils s'en sortent plutôt bien. Je pense surtout aux sociétés qui avaient développé des tests et diagnostics ou des machines pour la respiration, de ventilation ou quoi d'autre, ou des petites simples masques. Mais souvent, les startups innovatives qui n'étaient pas nécessairement dans les secteurs medtech, qui étaient, je dirais, engrandies par les Covid, a été un peu touché négativement, je dirais. Première chose, premier impact, n'est pas pouvoir aller au travail, créer des perturbations dans les équipes, et ceci, même si on fait du smart working, etc., génère des retards dans les travaux. L'impact le plus important dans toutes nos sociétés de notre portefeuille et celle de nos confrères investisseurs est sans doute l'arrêt ou le stop de toutes les études cliniques qui étaient en cours. Ceci, pas simplement en Italie en février, mais en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Et donc, ceci génère un retard dans l'obtention des différents résultats cliniques qui étaient attendus, qui veut dire aussi qu'on brûle plus d'argent de ce qui était prévu, etc., etc., etc. Troisième chose qui a un impact pour certaines de nos sociétés, celles qui étaient un peu plus avancées, qui avaient déjà un produit en phase de commercialisation, je dirais que les ventes ont été complètement arrêtées parce que, à moins d'avoir un produit nécessaire pour combattre la pandémie, et souvent, comme je disais au début, nos startups n'étaient pas dans ces secteurs-là, et souvent, ne l'étaient pas les startups en général, les ventes sont complètement arrêtées. On n'a plus accès aux hôpitaux, nos vendeurs directs ou indirects via les distributeurs n'ont plus accès aux hôpitaux, et donc on a arrêté simplement les ventes, à moins de celles qui étaient dans des processus déjà mis en place.
Quatrième impact très important à niveau de la pandémie sur nos startups, c'est que, comme souvent, je suis sûr qu'il y a aussi des PDG des sociétés qui ont eu le même problème, est lié au fundraising. Certaines sociétés avaient lancé ou elles étaient en train de lancer leur propre fundraising pour obtenir les financements nécessaires pour passer un step. En ce moment, en dehors de tous les processus de diligence qui étaient en cours avant la pandémie et qui étaient très avancés et dans laquelle la décision était déjà presque faite, je dirais que très peu d'investisseurs se planent complètement à nouveau sur des business plans, sur des nouvelles opportunités, sans avoir la possibilité de voir face-to-face les entrepreneurs, les PDG et les produits dans leurs mains. Donc, je dirais que sur ceci, on aura un retard de 3-4 mois. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de regarder des nouvelles boîtes, des nouvelles sociétés. Au contraire, mais c'est souvent compliqué d'aller en profondeur parce que les contacts physiques est nécessaire. Surtout quand on voit l'investissement comme un mariage qui ne dure pas simplement 2-3 ans, mais ça dure comme un mariage de 7-8 ans, peut-être pas 40 ou 50 comme ça peut être avec nos femmes respectives ou nos maris respectifs, mais c'est un mariage. Et donc, pour se marier, il faut se rencontrer, il faut partager la même vision. C'est souvent compliqué. Voilà, ceci à 4-5 thèmes. Je vais ce que je peux dire à niveau macroéconomique. Par contre, au niveau positif, j'ajoute un super macroéconomique. Je pense sérieusement que dans le monde futur, les institutions, les investisseurs privés, les fonds de pension, les systèmes dans sa globalité va peut-être plus sensible aux thématiques médicales. Je pense que les intervenants des différents Zooms d'avant ont dû expliquer la même chose, j'imagine, pour ce qui se concerne le secteur biotech. Je pense qu'aussi pour le secteur du medtech, il y a un effet positif. On devrait l'avoir au moins, moi j'espère. Je vous dirai quand d'ici la fin de l'année, je vais partir en fundraising pour le fonds 2 et je vais vous dire, j'espère, en Q1, Q2 2021 si c'était vrai ou pas. Mais encore une fois, je pense que l'intérêt global, la perception des institutions et de la finance, fonds de pension quant autre, doit être plus important pour un secteur qui peut et doit être aussi stratégique que la défense. Encore une fois, moi je trouve que nos États ont été bouleversés d'une façon comme jamais vue, simplement parce qu'on ne s'était protégé pas, parce qu'on ne regardait pas, on cherchait à baisser continuellement les prix des medical devices les plus banals pour les hôpitaux, et donc on allait les produire en Chine, en Pérou, en Turquie ou je ne sais pas où, quand peut-être c'était nécessaire, comme on fait pour la défense, produire localement chez soi pour avoir les compétences, pour n'être pas bouleversé comme on était bouleversé. Donc, je suis tout à fait positif, aussi parce que il faut mettre les choses en relief. Je suis secrétaire d'une association qui regroupe les meilleures startups et les meilleurs investisseurs en venture capital en Italie, très similaire à France Biotech d'un côté ou à France Digital de l'autre. Et je discute avec mes confrères dans d'autres domaines et il y a vraiment des secteurs, des startups qui ont été vachement touchés par la pandémie parce que l'alimentation s'est fermée, la restauration s'est fermée, les voyages s'est fermés. Il y a plein de secteurs dans lesquels les choses n'ont pas marché comme elles étaient prévues en janvier de cette année. Donc, bien.
Merci pour cette première explication. Alors, on a beaucoup parlé effectivement dans nos précédentes conférences du soutien des investisseurs aux biotech, pas encore medtech. Comment se comportent les investisseurs vis-à-vis des sociétés de medtech? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un soutien spécial et puis la question concerne le versant investisseur via les compagnies de medtech, mais il concerne aussi le versant investisseurs, les fonds qui investissent dans les fonds d'investissement, c'est-à-dire les fonds de fonds qui viennent vers vous, les LP partenaires, les LP. Comment se comportent les deux sociétés, les deux faces de ce marché-là? Alors, première chose, je dirais que devant une situation comme celle qu'on a vécue, qu'on est en train encore de vivre, parce que ce n'est pas encore terminé, tout le monde a été assez gentil d'un certain point de vue. Ça veut dire que tout le monde était dans la position de rassurer nous, investisseurs venture capital, nos startups, et nos LP étaient en train de prendre conscience de l'importance de notre travail au quotidien auprès des startups et de nous supporter dans nos décisions. Il ne faut pas cacher, comme je disais tout à l'heure, que toutes nos sociétés, qui plus, qui moins, étaient touchées de façon généralement négative. Et donc, on a dû raisonner avec les entrepreneurs pour trouver des solutions à leurs problématiques momentanées, qui soient une problématique de gestion des employés, qui soit une problématique des finances, qui soit une problématique d'accès au marché, qui soit une problématique d'accès aux études cliniques. Donc, on a mis au travail et on a dû contrôler société par société pendant les premières semaines et on a continué pendant toute la crise, toutes nos sociétés, pour gérer de façon intelligente et assurer que les sociétés avaient les cash, qui est, je veux dire, le king, comme jamais, dans la société, il durait le plus longtemps possible. Il y a des États comme la France, dans lesquels le chômage technique a été utilisé et pouvait être utilisé parce que ça donne aux employés des ressources sans que ça coûte beaucoup aux sociétés. Dans d'autres États comme l'Angleterre, l'Italie, ou la Suisse, ça ne marche pas comme ça. Donc, on a trouvé d'autres façons de faire. On a tous demandé de l'argent à l'État, qui est en France, qui est en Italie, qui est en Angleterre, où il y a eu la création des fonds, des convertibles ou autre chose. Donc, on a supporté la société, les sociétés envers la recherche des non-diluted funding plutôt que des solutions de cash immédiat, si c'était le nécessaire. Dans certains cas, on a augmenté les réserves dans nos sociétés. Dans certains cas, on a mis des bridge loans au travail dans les sociétés, typiquement celles qui étaient en fundraising pour lesquelles l'activité était stoppée. Donc, je dirais qu'il y a eu beaucoup de travail et surtout, je pense que les entrepreneurs ont fait un travail exceptionnel parce que gérer une telle vague de crises est exceptionnel. Donc, moi, je pense, encore une fois, que nos entrepreneurs, et j'espère à tous les entrepreneurs qui ont été financés, mais même ceux qui n'ont été pas financés par des venture capital, ont réagi de façon intelligente, rapide, pour gérer d'un côté les employés, chose principale, et aussi pour gérer la vie de la société et permettre à la société d'avoir tout à fait les ressources pour continuer dans le futur. Donc, encore une fois, moi, je dirais que les entrepreneurs ont super bien réagi à la crise et j'espère qu'ils s'en sortiront encore plus forts en ayant compris que ce n'est pas simplement la valorisation d'une boîte qui fait la différence, mais c'est ce qu'on peut obtenir avec l'argent. Avec les hauts et les bas assez classiques du monde des startups, mais je pense que les entrepreneurs, il faut les saluer fortement, tous.
Bien, merci. Question sur, on va passer sur Panakès maintenant, sur le fonds Panakès 1, 100 millions d'euros, hein, le fonds levé au départ. Vous avez investi dans une dizaine de sociétés, dont une française, c'est Cartera, la française. Alors parlez-nous un peu de la stratégie d'investissement dans les medtech. Je crois que vous avez, tout à l'heure, on en a parlé un tout petit peu, vous avez 3000 dossiers, vous avez géré 3000 dossiers en 5 ans qui sont passés sur votre bureau. Et la sélection s'opère comment? Pourquoi pas plus de Françaises? Bon, la priorité à l'Italie, c'est évident, mais ensuite, les Français, pourquoi pas davantage en fait? Alors, première chose, merci. Alors, oui, alors, première chose, nous sommes à l'année 5 de notre période d'investissement. Nous avons réalisé avec ces fonds qui a été lancé début janvier 2016 une dizaine, exactement 10 investissements. Ils couvrent certainement l'Italie parce que c'est à côté de chez nous par rapport au reste de l'Europe. On a fait des investissements en Irlande, en Suisse, en France, en Angleterre, en dehors de l'Italie. Aujourd'hui, comme tu as souligné, on a reçu dans le secteur MedTech, qui pour nous veut dire Digital Health, Diagnostic et Medical Device, à peu près 3000 opportunités qui viennent de tous ces pays. Juste pour revenir un peu sur les statistiques, l'Italie représente 20-25% de notre source d'investissement, la France représente 10-12%, et les autres pays européens représentent eux aussi 10-12%. Il faut savoir que nous, on reçoit beaucoup d'Israël, par exemple, assez étonnamment, dans le sens qu'Israël, c'est vraiment des machines de guerre dans les startups et surtout dans le secteur médical. Donc, on aimerait bien faire plus d'investissements à l'étranger. Je disais qu'on a fait 10 et on est en train de faire 12, donc encore 2 de plus. Un qui est entre l'Italie et les US et un autre qui est en Hollande, pour ajouter, je dirais, les drapeaux hollandais à notre géographie. Sur la France, je reviens sur ce point, on a regardé beaucoup de sociétés. On était très proches en plusieurs cas suite à due diligence très attentif de faire des investissements. Peut-être le problème pour Panakès en France aujourd'hui était qu'en n'étant pas vraiment présent tous les jours chez vous, on reçoit peut-être les dossiers un peu plus avancés que ceux qu'on regarde ailleurs. Et donc, les valorisations sont un peu élevées aussi parce que, comme peut-être vous le savez, en France, il y a un peu plus d'argent qu'en d'autres pays européens dédiés au MedTech. Et donc, c'est plus facile à récupérer un peu d'argent d'investissement en France. Ceci disant, on est toujours à l'écoute des propositions françaises. Je vois dans les personnes qui nous écoutent certainement des investisseurs, des entrepreneurs que j'ai rencontrés dans les dernières 4-5 ans, que je salue. Encore une fois, je pense que si ce n'est pas pour cette année, ce serait pour les prochains. Nos investissements en France vont continuer parce que c'est très facile, je trouve, de trouver des bons managements en France, en dehors des bons technos, des bonnes idées, des projets entrepreneurs. Et surtout l'aspect, je dirais, managérial que je trouve très important, très suffisant. En dehors du fait qu'il y a aussi énormément d'argent public, grâce à la BPI plutôt qu'au Crédit d'impôt recherche, qui fait si qu'on a un levier très important par rapport à l'argent qui est investi en equity par l'investisseur. Je reviens sur la stratégie de Panakès. Aujourd'hui, on a été assez opportuniste dans tous nos investissements. On a toujours fait du Series A, sauf exception. On a fait du seed dans une société italienne, on a fait du Series B dans une société irlandaise. On a investi en moyenne 5-6 millions d'euros au programme de les faire dans les sociétés. On est parti tout petit dans les seeds avec 500 000 euros. Dans les plus gros, on a fait un premier chèque de 4 millions.
On a fait des deals à des rounds, on a participé à des rounds de 4 millions, on a participé à des rounds de 20 millions. On a fait de l'oncologie, du cardiovasculaire, de l'ostéoporose. On a fait du medical device accessories, comme du medical device pour traitement. On a fait de la robotique chirurgicale. Donc, très opportuniste. Après, chacun d'entre nous, chez Panacès, a un secteur de prédilection. Barbara Castellano regarde les cardiovasculaires, vu qu'il a 25 ans d'expérience chez Sorin, aujourd'hui Livanova. Fabrizio Landi, qui a été le PDG des AOT, une grosse société d'imaging en Italie, dont il était le PDG fondateur, qui a amené de 0 à plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il regarde bien sûr tout ce qui est diagnostic et souvent imaging. Diana regarde beaucoup l'oncologie et les CNS, beaucoup sur la partie thérapeutique. Pour ce qui concerne moi-même, je regarde beaucoup la robotique chirurgicale, et je regarde beaucoup le digital healthcare et je regarde beaucoup la liquid biopsy. Donc voilà, chacun a ses spécialités, mais encore une fois, la stratégie est plutôt claire. On veut avoir des champions. On commence à en avoir quelques-uns. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Il y a des choses qui se passent dans notre portefeuille, comme dans tous les portefeuilles. Il y a des belles choses qui se passent. On a des belles aventures qui s'y dessinent pour le futur. J'espère que certains avec des investisseurs français, d'autres avec d'autres investisseurs allemands ou irlandais. Donc, j'espère que d'ici quelques temps, on pourra annoncer de belles sorties ou de l'achievement des beaux partnerships ou autre chose qui veulent dire beaucoup pour les startups et qui veulent dire aussi beaucoup pour mes investisseurs à moi et donc pour moi-même aussi. Encore une fois, moi, je pense que la résilience des investisseurs est là, mais encore plus forte est la résilience et la force des entrepreneurs dans ces jours-ci, mais aussi dans les temps passés. Alors, dernière petite question et ensuite je passerai la parole à la salle. À l'époque, on avait parlé de multiples de 5, qui était un peu votre stratégie de multiples. Mais par ailleurs, si vous pouvez répondre en 2 lignes, en 2 mots à cette question, c'est bien. Et par ailleurs, il y a une autre chose, la digital health, vous en parlez beaucoup. Est-ce que c'est un secteur qui progresse comme il progresse en Italie, comme il progresse en France? Avec Covid-19, il y a eu beaucoup de barrières qui sont tombées et la progression est assez forte aujourd'hui. Alors, sur les expectation, the sky is the limit. Et je l'ai bien dit avec le petit accent français en anglais. Donc, je ne sais pas, je dirais peut-être que dans le MedTech, on a des sociétés dans lesquelles on est relativement sûr qu'on ne va pas faire trop d'argent et qu'on va faire en multiple 3, 4, des choses comme ça. On a dans notre portefeuille, comme dans tout le portefeuille de venture capitalistes, des sociétés sur lesquelles on peut faire des multiples assez étonnants. Et souvent, ce sont les sociétés qui font du thérapeutique. D'accord? Donc, c'est souvent les cardiovasculaires, mais aussi les thérapeutiques. Car j'espère qu'il soit tenu parce qu'on touche à des problématiques très importantes comme les glioblastomes plutôt que l'Alzheimer. Et donc, si on arrive avec une solution thérapeutique, les marchés est assez gros et les acheteurs peuvent être aussi fortement intéressés. Et donc, les exits très importants. Alors, par contre, sur les digital healthcare, je dirais que suite à Obamacare en 2012, les investissements aux US dans les secteurs digital healthcare ont explosé. Je crois que les dernières années, il s'approche de 4-5 milliards investis par des VC aux États-Unis dans le digital healthcare. Moi, ça fait 4 ans, 5 ans que je regarde plein de choses. Écoutez, je n'ai pas fait encore un investissement, je trouve toujours des problèmes et peut-être pour les limites qui sont à moi ou à Panacès et donc au type d'investisseur que nous sommes, qui fait souvent du diagnostic avec des business models bien établis et des timings bien établis et idem dans les medical devices
choses bien programmées, on sait l'argent, combien il faut pour études précliniques, cliniques, CMARC, FDA, et à certains moments on nous rachète. Dans le digital healthcare, peut-être, c'est tellement différent de ces mondes-là qui est plus compliqué. Par contre, je ne vous cache pas qu'on a reçu, je pense, dans les 3000, au moins 400, 500 opportunités d'investissement. Mais je suis toujours un peu sceptique, en dehors de quelques cas, sur la chose. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Je suis convaincu qu'il y aura des thérapies digitales. Je suis convaincu qu'on n'aura plus le temps, besoin d'aller chez le médecin à faire une rencontre chez les médecins généralistes ou quoi d'autre. Mais je n'ai pas trouvé une société qui me fait bondir, qui me fait sauter sur la table pour être convaincu de faire l'investissement. Il y a beaucoup de software pour les hôpitaux, les cliniques. Mais moi, je trouve que c'est investir là-dedans, c'est super compliqué, c'est super dangereux parce que c'est investir dans le secteur public, c'est compliqué. Investir dans les Doctolib, je pense que c'est trop tard. Chaque État a son Doctolib. L'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Donc, c'est moyennement intéressant. La télémédecine, peut-être c'est intéressant, mais encore une fois, je vais faire un exemple. C'est vrai, en France, a été ouvert en septembre 2018. En Allemagne, la télémédecine est remboursée à partir d'octobre 2019. En Suède, c'est l'est depuis quelques temps. En Italie, ce n'est pas le cas. En Espagne, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, je fais un exemple. Pendant la pandémie, le ministre italien de l'innovation a demandé de mettre en place des solutions de télémédecine. Il y a eu 300 sociétés qui avaient dans leur carton une solution de télémédecine. Donc, pour moi, là, ce n'est pas un problème de software, de technologie, etc. C'est un problème d'argent et surtout de régulation. Donc, le moment dans lequel un État va mettre en place la décision, à ce moment-là, le marché sera ouvert. Et la première chose, c'est l'État. Et troisième chose, il faut changer aussi les modes de fonctionner. Dire, faire une téléconsultation, pas tout le monde est capable de le faire, pas tout le monde veut le faire, ni côté médecin, ni côté patient potentiel. Donc, il y a aussi une barrière à doubler qu'il faut bypasser et il ne faut pas simplement l'État qui impose ou qui organise le remboursement. Voilà, donc il y a plein de choses qui se passent. Moi, je pense, par exemple, la psychologie par télémédecine marche plutôt bien, par téléconsultation. Je connais une société ici en Italie qui marche plutôt bien, parce qu'on change simplement un dialogue qui était fait sur un canapé. Je rigole un peu pour répondre des films à l'américaine par rapport à une consultation autrement faite, comme celle qu'on est en train de faire nous, que peut-être on faisait lors d'une conférence à ce moment même. Voilà, donc je viens sur une chose, et là, sans rentrer dans le détail, j'ai failli investir dans une société française dans le digital healthcare. C'était autour de l'artificial intelligence appliquée en domaine spécifique. Là aussi, il y a beaucoup de choses. Je crois que dans les dernières 2 ans, on a vu des dizaines de propositions d'investissement dans l'artificial intelligence sans rien faire, sauf celui-là peut-être, parce qu'on trouve toujours les problèmes qui en vendent du software et on se trouve toujours avec la question sur le business model. On n'arrive pas à résoudre l'énigme du business model, sauf cette société française qui avait trouvé aussi en fonds et il commence à être commercial, je crois, aux États-Unis en particulier. Mais encore une fois, les business models, c'était pas immédiat toujours, surtout sur les sociétés d'artificial intelligence, parce que c'est beau dire, je regarde les sociétés, les images X-ray au TAC, etc.
je donne un avis meilleur, mais qui est prêt à payer ça? Comment on fait à les distribuer? Je ne sais pas trop, etc. etc. Donc, et pas souvent, on arrive avec des solutions, des réponses. Voilà. Eh bien, merci pour cette réponse complète. On va passer désormais aux questions des participants. Et il y en a beaucoup. Donc, peut-être que on peut commencer par la question de François Essautier. François, si vous voulez prendre la parole, allez-y, vous présentez votre société, votre secteur d'activité. Bonjour à tous, merci Bonjour. de prendre ma question. Donc François Essautier de la société Capsys Robotics, je suis avec mon associé Carole. Notre question, c'est comment vous voyez la santé préventive? Est-ce que ça va évoluer suite à la situation qu'on a connue? Et est-ce que vous, personnellement, vous êtes présent dans ce domaine? Alors, c'est toujours la grosse question, la prévention. Moi, j'estime qu'il est naturel d'investir dans la prévention parce que ça éviterait d'avoir plein de malades. J'ai dit une banalité en disant ça. Souvent, on fait des calculs, des coûts par rapport au nombre de patients et on arrive à un rapide understanding si quelque chose lié à la prévention, diagnostic ou autre est valable ou pas. Aujourd'hui, nous, on a fait énormément de sociétés d'investissement dans les sociétés de diagnostic. On a fait une pour la prévention de l'ostéoporose. Donc, diagnostiquer en avance des phases l'ostéoporose peut être énormément d'avantages pour les patients et pour les systèmes sanitaires nationaux. Et on le fait de façon non invasive, par exemple. Donc, on remplace la DEXA fait par Geologic ou qui d'autre par quelque chose de non invasif qui peut être appliqué même à 50 ans sans un gros problème de X-ray ou d'autres choses, à un coût moindre. Donc, si les coûts sont moindres, les avantages sont moindres, anticiper, ça peut être qu'un des avantages aussi parce qu'on peut donner peut-être des médicaments en avance de phase. On a fait ceci, par exemple, dans l'Alzheimer, on a une solution de diagnostic à partir des sons d'Alzheimer, non nécessairement, pas seulement pour remplacer l'analyse qu'on peut faire avec l'imagerie IRM ou pour l'analyse du liquide épinal, mais aussi en avance des phases. Donc, on peut, avec notre solution de diagnostic, on peut imaginer d'être capable X ans en avant par rapport à la création, à l'évidence des symptômes, diagnostiquer l'Alzheimer. Donc, yes. Donc, on regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. J'aimerais bien que les États mettent en œuvre plein de solutions de prévention parce que j'estime que c'est mieux prévenir que payer médicaments un demi-million de dollars. Donc, si, à partir de la génétique, par exemple, parce qu'il y a des solutions quand des maladies rares, analyse des maladies rares, etc., qu'on peut imaginer. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais oui, on a fait des investissements dans la prévention. J'espère, mais encore une fois, les États réfléchissent de façon bizarre. Ils devraient réfléchir sur un total cost of ownership dans les années et souvent ils réfléchissent à combien je dépense aujourd'hui parce que j'ai ça à la banque d'Italie, à la Banque de France, et donc ils raisonnent de façon différente. Donc, et les hôpitaux, souvent, c'est la même chose. Donc, c'est souvent compliqué. Merci pour cette réponse. Une question d'Emmanuel Deponge. Emmanuel, est-ce que vous voulez poser votre question? Merci. Oui, bonjour Alessio, Emmanuel Deponge. Donc, je travaille pour Go Capital comme venture partner. Donc, on investit également dans le domaine des dispositifs médicaux. J'ai deux questions pour vous aujourd'hui. Une qui concerne en fait la pratique médicale en Italie par rapport à la France. Finalement, je me rends compte qu'on connaît nous assez mal finalement l'Italie. C'est pas forcément un marché sur lequel on va en priorité, mais peut-être que l'on a tort. Peut-être que ce serait bien que vous nous donniez vraiment avec des grands traits les similitudes et les différences.
Et puis, j'ai une deuxième question là, qui est plus sur votre stratégie d'investissement. Vous avez beaucoup parlé de modèles économiques. Or, en Europe, les modèles économiques peuvent être différents d'un pays à l'autre. Est-ce que finalement, vous vous intéressez en priorité aux États-Unis, dans les sociétés dans lesquelles vous investissez, ou vous avez une stratégie sur les deux continents? Alors, réponse compliquée la première. Alors, en ayant vécu aussi en France pendant 20 ans et maintenant en Italie, je peux vous dire que les deux pays se ressemblent beaucoup. D'accord, première chose. Donc, il y a les hôpitaux privés et les hôpitaux publics. On a aussi un médecin généraliste dans lequel vous pouvez y aller et vous êtes remboursé. Et après, il y a tous les spécialistes. Donc, les achats sont faits centralisés comme pour la PHP selon les organismes, s'ils sont publics ou privés. Mais à la fin de l'histoire, ça ne change pas grand-chose. Sauf la grosse différence est qu'en Italie, les assurances comptent pour 0 ou presque 0. OK? Donc, parce que en étant l'entrepreneur, les patrons, je ne sais pas comment on dit exactement, n'est pas obligé en Italie à donner une assurance privée liée au monde de la santé à ses employés. Et la chose qu'il fait, c'est que souvent en Italie, les gens vont au système national et ils payent de leur poche pour le reste. D'accord? Donc, plutôt que s'ils ont une assurance, ils ont une assurance, mais c'est rare d'avoir une assurance. Donc, en Italie, il y a énormément de dépenses qui est dans les mains des privés, qui n'est pas l'État ni l'assurance. Donc, ça, c'est la grosse différence. Pour le reste, je dirais que c'est assez équivalent. Des solutions, on parlait tout à l'heure des digital healthcare, des solutions comme Doctolib sont nécessaires en Italie comme elles le sont en France, parce que c'est très compliqué de trouver un bon médecin de qualité à côté de soi quand on a besoin. La télémédecine en Italie, on ne l'a pas quand en France a été démarré. Je pense qu'il va démarrer bientôt en Italie parce que tout le monde s'est rendu compte que c'est nécessaire. Autre chose très importante, c'est qu'en France, vous avez plein de médecins italiens parce qu'on les forme très bien. Chez nous, ils ne gagnent rien et donc ils viennent travailler en France. Contrairement en France, où il y a très peu, à cause des numéros clausus ou autre chose, dans les années passées, très peu de médecins qui sortaient des écoles. Et donc, les Italiens adorent venir en France, comme ils adorent aller en Allemagne, aux États-Unis, etc. Parce que chez nous, ils sont très bien formés. Mais quand ils deviennent médecins, après, ils opèrent jamais. Ils font jamais les procédures parce qu'il y a toujours les autres médecins qui opèrent, etc. Donc, c'est très dommage. On a plein de médecins qui sont partis aux États-Unis ou ailleurs, qui font de très belles carrières, même dans l'entrepreneuriat, parce qu'ils sont devenus PDG ou CTO des boîtes. Donc voilà, ça c'est à vision générale. Mais bon, on peut continuer. Il y a aussi les mêmes problèmes que vous avez en France entre la regulation, même peut-être c'est un peu plus compliqué parce qu'en Italie, on doit passer à niveau, une fois qu'on a le CE mark, on doit passer à niveau État. Et après, chaque région, il doit valider aussi les remboursements qui peuvent être différenciés. Donc, c'est très compliqué, mais c'est aussi compliqué qu'en France. Sauf que nous, on n'est pas un État centralisé comme c'est la France, qui est à Paris, qui décide tout pour les autres. En Italie, c'est chacun est chef de son propre village, comme si on était des Gallois. Voilà. Deuxième question, je ne sais pas si j'ai pas répondu, mais je peux parler pendant des heures. Oui, ça vaudrait la peine effectivement qu'on poursuive ce type d'échange parce que c'est une des difficultés en Europe, c'est effectivement la diversité des systèmes d'un État à l'autre. Et on a parfois des solutions en fait qui pourraient s'adresser aux patients italiens, mais finalement on n'y va pas, souvent par méconnaissance. Et en même temps, je comprends quand même que l'innovation n'est pas complètement prête à arriver en Italie. En tout cas, il n'y a pas forcément les financements disponibles si c'est les patients qui finalement doivent en supporter le coût. Mais si tu permets, je pense que, c'est-à-dire, si tu fais du diagnostic comme investissement, si tu fais du diagnostic ou du medical device, je ne pense pas que tu te poses beaucoup de problèmes vis-à-vis du business model ou si tu vas
commercialiser ces produits en Allemagne plutôt qu'en France, en Italie, parce que ton investissement est fait de telle façon que tu passes un certain nombre de milestones, CE-mark, FDA, Clinical Efficacy Demonstration, etc., et tu arrives. Où arrivent les problèmes, et c'est autour du business model et du target, pour des sociétés qui ne sont pas classiques dans notre univers. Donc, typiquement, ce sont les sociétés de digital healthcare, selon moi. Donc, avoir, je ne sais pas, Doctolib en France, moi j'ai Doctori.it. Il fait le même chiffre d'affaires que Doctolib en ayant levé 0. Donc, quel est le meilleur? Certes, ils investissent massivement sur la télémédecine, qui est le futur, et le potentiel est énorme, etc. Mais encore une fois, après, c'est très compliqué pour moi d'investir sur une société qui peut être les leaders en France si je ne connais pas la France. Moi, j'ai regardé des boîtes de télémédecine en Pologne, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, qui en ce moment, peut-être, c'est la géographie dans laquelle la télémédecine peut faire un gros changement. 90 millions d'habitants, les marchés remboursés à partir d'octobre 2019. Donc, il y a un moment dans lequel peut-être quelque chose va démarrer. Les assurances sont présentes. Mais encore une fois, Alessio Verina investir en Allemagne, dans laquelle il ne connaît rien, il ne va pas le faire. Et je laisse faire des investisseurs plus smart que moi, ou plus knowledgeable que moi, ou qui sont présents et qui connaissent par cœur. Je reviens sur la deuxième partie de ta question, sur la stratégie. Est-ce que tu peux me répéter la question? En fait, je voulais savoir si dans les investissements que vous faites, en fait, finalement, vous regardez en priorité le marché US ou le marché européen, ou finalement, ça dépend des sujets. Je dirais qu'aujourd'hui, dans tous nos investissements, vu que l'aspect commercial était le plus petit de tous les aspects qu'on a regardés, clinical, regulatory, etc., on n'a pas trop fait gaffe à ça. Certes, toutes nos sociétés, dans le passé, ils commençaient à faire la commercialisation petite en Europe à cause du CE-mark. Je dois dire que toutes les sociétés que j'ai commencé à voir depuis 2018-2019, ceci n'est plus le cas. Les gens vont directement aux États-Unis à cause du fait que, comme tout le monde savait, du MDR a rendu les choses un peu plus compliquées peut-être en Europe pour obtenir les CE-mark, et donc commencer à dépenser l'argent, c'est mieux le dépenser directement aux États-Unis, simplement parce que souvent les acquéreurs valorisent plus l'obtention d'une FDA approval que du CE-mark. Mais encore une fois, après cas par cas, je dirais que attaquer le marché aux US, c'est plus important que le marché européen. C'est beaucoup plus facile. Ok, merci beaucoup. Rien. Merci beaucoup Emmanuel, et merci Alessio pour cette réponse. Nous avons une autre question de Amokran Regal. Amokran, si vous voulez bien vous présenter la société et votre question. Oui, très bien. Bonjour à tous, merci encore une fois pour cette réponse, et c'est génial, on apprend des choses et puis ça nous motive après cette crise-là. Oui, donc Amokran Regal, je suis médecin microbiologiste et je dirige la société Apondra qui est un peu spécialisée dans… Non, pas trop bien. On vous entend. Désolé. Parlez plus fort peut-être. Non? Un peu plus fort? Voilà, c'est bon. Ok. Oui, donc je vous remercie d'une part, et ensuite je voulais poser une question concernant voilà, une expertise que nous avons. Je disais tout à l'heure que je dirige une société basée ici en France et qui a une expertise en antibiothérapie. Je voulais savoir si, par la caisse, j'ai bien entendu les domaines de prédilection, l'oncologie, le cardiovasculaire, etc. Est-ce que l'antibiothérapie, à travers en particulier un système de drogue délivré qui lui amène à une valeur ajoutée, pourrait intéresser par la caisse demain? Alors, ce n'est pas les sujets les plus sexy du monde, première chose. Bah oui.
souvent, les investisseurs vous ont dit, après, qui demain change à cause du Covid, je ne sais pas trop. Alors, aujourd'hui, c'était toujours entre les biotech et les medtech, quand on parle des carrières ou choses similaires. Et donc, on a souvent dit non parce que les steps précliniques et cliniques, ils doivent être passés, ils étaient identiques à celles de la pharma. Et donc, dans les fonds 1, on a toujours dit non. Je ne vous cache pas que ce serait mon envie, si j'avais beaucoup d'argent investi dans les prochains fonds, l'année prochaine, de commencer à mettre en pied dans la biotech. Et donc, pourquoi pas, c'est un peu comme quand on fait du in vitro diagnostic, c'est entre les biotech et les medtech, le diagnostic. Donc, je pense que ce que vous faites, ça pourrait rentrer dans ce qu'on imagine demain. Mais encore une fois, aujourd'hui, tout ce qui est anti-batterie, c'était dans le passé négligé. À tort ou raison, je ne sais pas, mais c'était négligé. Ok, merci. Merci beaucoup. On se laisse une dernière question s'il y en a une, sinon on peut arrêter car il est déjà 19h47. Donc, est-ce qu'il y a vraiment la dernière question, c'est l'ultime? Alors, éventuellement, si c'est possible, je veux bien prendre ma place. Donc, Oui, je suis Carole de Capsys Robotics, donc l'associée de François. J'avais une question pour compléter un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. En termes de financement, en fait, on voit de plus en plus le développement d'un financement de santé qui peut être pris en charge, alors effectivement, qui peut être remboursé, etc., avec le système classique, mais également où l'individu, le citoyen, peut prendre part sur le financement de sa propre santé. Alors là, on est vraiment dans du préventif, on est dans des médecines différentes qui ne sont pas des médecines curatives, qui sont du préventif, voire même du bien-être. Est-ce que sur ces systèmes-là, comment vous voyez en fait le développement de ce genre de système et de financement à l'avenir? Alors, je pense que personnellement, j'y crois beaucoup. Après, il faut savoir qui paye. Parce que la question est toujours sur qui est qui va payer la chose. Je fais un exemple tout bête. Mais aux États-Unis, plein de sociétés de digital therapeutics sont pas nécessairement du digital thérapeutique eux-mêmes, mais c'est du digital management, de la santé des individus. On parle souvent des cardiovasculaires, on parle souvent des diabètes, mais ils ont trouvé des solutions de monitoring, des diagnostics, des follow, etc., qui étaient par contre, eux, remboursés par les patrons d'entreprise, par l'assurance, et non par le système de santé. D'accord? Aux États-Unis, ça marche. On commence à voir sur un certain nombre de maladies chroniques que la chose fonctionne et qu'il y a qui est disponible à payer. Je connais pas mal de sociétés aussi qui regardent, je sais pas, vous pensez à l'épilepsie ou d'autres choses, des gens qui sont prêts à payer de leur poche pour être alertés sur un certain nombre des cas. On attaque épilepsie pendant la nuit, et moi je suis la maman le papa d'un garçon épileptique, je serais intéressé à savoir si le garçon est en train de faire une attaque épileptique ou pas, etc. Donc je pense qu'il y a un intérêt très important, et je suis sûr que, comme je disais tout à l'heure au niveau macro, que le monde va prendre conscience que c'est mieux peut-être à dépenser 500 € dans quelque chose de préventif plutôt que 500 € dans une bourse de Yves Saint Laurent. Mais bon, après, les sacs de Yves Saint Laurent sont très, très, très jolis aussi. Mais encore une fois, et je devrais parler de ça en France, mais bon, en Italie c'est pareil. Mais encore une fois, la chose que je dirais, c'est que je pense sérieusement que les gens se sont rendus compte qu'on peut shifter d'être sain ou malade très rapidement, et donc faire des follow-up très importants, c'est quelque chose de suivi, de contrôle, c'est quelque chose d'important.
Mais encore, il faut trouver des solutions. C'est pour ça que moi, je regarde, par exemple, dans l'oncologie, j'ai regardé énormément de sociétés dans la liquid biopsy, parce que je trouve que les solutions actuelles pour détecter en avance des phases un cancer au poumon, plutôt que la prostate, plutôt qu'au côlon, sont encore un peu à l'ancienne, avec des performances en termes de sensibilité et spécificité très, très faibles, qui ne veulent dire pas grand-chose pour un coup. Donc il y a des solutions qui j'imagine, seront mises en place demain pour éviter d'atteindre des stades de développement de la maladie qui sont trop avancés, qui peuvent être pas guéris. Donc, il y a eu des cas, les breast cancer, je pense, dans la femme, au niveau diagnostic et prévention, c'est un cas extraordinaire d'efficacité qui a baissé le nombre de mortalités de façon extraordinaire dans les dernières 15-20 ans. Et j'imagine qu'il y en a plein d'autres qui vont être réalisés, inventés par des gens avec des méthodologies nécessairement non invasives ou autres. On a une tendance de fond qui est assez forte en France dans la prise justement, vous parliez des assurances, donc les mutuelles et des entreprises, la prise en compte de ces thématiques-là qui est une vraie tendance de fond en France justement, où les entreprises essayent de répondre à cette attente de la part de leurs salariés et de leur fournir certaines solutions justement de prévention large. La prévention va couvrir des sujets extrêmement larges. Je ne sais pas si vous avez le même phénomène en Italie, si vous avez cette vision-là ou pas. Absolument pas. C'est les mêmes phénomènes que j'ai vus apparaître aux États-Unis en 2012 post-Obamacare. Si vous regardez toutes les sociétés qui ont bien marché avec des solutions, je dirais de la prévention ou du contrôle, du monitoring, on peut l'appeler de différentes façons selon les solutions. Livongo, c'est un exemple. Ont marché simplement parce qu'il y avait un payeur et les payeurs étaient l'assurance ou les patrons qui cherchent à donner à ses employés et autres que les salaires aussi un cadre de vie dans lequel ils se sont un peu chouchoutés, un peu aimés, et je pense que c'est une bonne façon de le faire. En Italie, on commence, il y a eu, on peut déduire des impôts l'assurance, d'accord? Donc, si moi, je donne à mes employés, chose que j'ai fait, entre autres chez Panacaisse, à mes employés une assurance, je lui donne 4 000 € de prime en assurance, donc eux, ils ne vont pas percevoir les 4 000, mais je paye une assurance directe. Ceci n'est pas taxé comme prime, mais c'est le seul avantage que j'ai, donc ce n'est pas énorme non plus. D'accord? Mais je pense que ça va être le futur, parce que je pense que les entreprises, pour garder leurs employés, ils n'ont pas besoin simplement d'un ping-pong dans les bureaux comme chez Google, mais ils doivent avoir aussi des services pour permettre aux gens de vivre mieux et plus longtemps au travail, et donc avec moindre perte de temps parce qu'ils veulent aller chez le médecin, etc. On parlait tout à l'heure avec Jacques Bernard de la société H4D, des 15 millions avec cette plateforme, cette espèce de photomaton pour les médecins, pas pour les médecins, pour les patients. Moi, je vois que cette solution est très intelligente, dans le sens que si j'imagine ça, d'avoir la tour de la défense, une des tours de la défense, en avoir une centaine, etc., ça permettrait de perdre moins de temps pour l'employeur et pour l'employé, pour aller faire une première visite médicale. Donc, je trouve que ça fait du sens. Ou dans les pays, dans les villages perdus, qu'on peut avoir en France, en Italie, dans laquelle il n'y a pas de médecin, on peut avoir une solution de ce type et être utilisée facilement dans la mairie, je n'en sais rien, à la poste. Donc, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être très intelligentes. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci Alessio. Il est 19h56. On a largement dépassé le timing, mais c'est
tellement intéressant tout ce que vous nous avez dit. Moi, je retiendrai donc, on va voir arriver le fonds Panacès Partner, Panacès 2. Ça, on pense dans le premier semestre 2021. Plus rapidement, il y aura 2 investissements que vous allez faire et que vous allez annoncer dans le dernier semestre, là, sur la rentrée. Merci encore d'être là. Pour tous ceux qui nous suivent, sachez que la semaine prochaine, on reste même beaucoup dans le sujet MedTech, puisqu'on aura d'une part MaiaCare, qui est une agence de notation, évaluation et notation des MedTech. Je crois que c'est Stéphanie Patin donc, qui sera avec nous, qui nous présentera l'évolution et comment MaiaCare a évolué. Et puis on aura aussi une autre représentante des MedTech en la personne de Lise Santoro, qui était parmi nous aussi ce soir. Et Lise a une grosse expérience à la fois côté administration, puisqu'elle a été l'accompagnatrice de la loi JEI, Jeune Entreprise Innovante, à l'époque de Claudie Niéré, et puis aussi à la tête d'une MedTech qui était Magnisense, qui était dans le diagnostic des maladies cardio. Voilà, merci encore à tous. Je vous donne des liens si vous voulez en savoir plus sur nous. Vous les avez à côté. Alessio, merci encore du temps pris sur ton temps et de toutes ces informations très riches que tu nous as données. Et puis à très bientôt. On reste en contact pour tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.